En Alaska, alliance de Trump et de Poutine face à la Chine. L'UE n'est plus rien, la révolte, dernière chance des Français. Avant même le sommet qui vient de se dérouler entre les présidents américains et russes, le monde entier avait pris acte de la défaite occidentale en Ukraine. Sans surprise, en Courage, Poutine et Trump ne se sont pas affrontés sur le sort de l'Ukraine. Ils ont au contraire montré de grandes convergences de vues sur ce sujet et sur la suite à donner. Surtout, ils ont parlé de l'avenir des relations entre leurs deux pays et ils ont tous deux la vision d'une grande coopération pour le développement mutuel de la Russie et des États-Unis. En les écoutant, on comprend que le véritable sujet de cette rencontre, c'est le changement historique dans la relation entre ces deux géants qui, rappelons-le, étaient en guerre larvée depuis un siècle, à part la parenthèse de la guerre commune contre l'Allemagne de Hitler, suite à l'invasion de l'URSS par l'armée allemande. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Question Finance. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Pour rappel, vous pouvez aussi me retrouver sur le blog questionfinance.fr, dont le lien est dans la partie description. Prenez l'habitude d'y jeter un coup d'œil, vous y trouverez des contenus qui ne peuvent pas tous être traités sur YouTube. Dans cette nouvelle vidéo, la question est l'UE survivra-t-elle à la défaite de l'Ukraine et la nouvelle alliance entre les États-Unis et la Russie. Donc c'est une double question en fait, mais qui sont liées. Les honneurs et les manifestations d'entente réservées par Donald Trump à Vladimir Poutine et sa délégation, donc dans leur rencontre d'Anchorage, marquent que cette rencontre ouvre une nouvelle ère entre les deux pays. C'était spectaculaire. On nous a bien fait sentir le changement de climat et qu'un vent nouveau soufflait véritablement entre les deux pays, à commencer par leurs deux chefs d'État. C'est une révolution dans les relations internationales. La Russie, au centre de l'Eurasie, était depuis des siècles tournée en priorité vers l'Europe, dont elle considère faire partie. Il faut le rappeler, l'UE a préféré rester vassale des États-Unis et prendre parti contre la Russie que de développer sa coopération économique avec elle. C'était un choix funeste et qui a été fait, vous vous en souvenez, au deuxième trimestre, même au premier trimestre 2022, quand la guerre a éclaté. Finalement, c'est avec les USA que la Russie va coopérer et trouver un contrepoids à la Chine, dans les bras, entre guillemets, de laquelle nous l'avons poussée. Rappelez-vous que, dès 2022, la Russie, Poutine s'est rapproché de Xi Jinping pour des questions économiques, pour trouver des débouchés à ces hydrocarbures que nous ne voulions plus prendre, ce qui d'ailleurs nous embêtait beaucoup, malgré notre position bravache, et puis aussi, de manière plus militaire, avec des fournitures technologiques chinoises, dans des rares domaines où la Russie n'était pas tout à fait au point. En réalité, au-delà de ces circonstances, de ces événements circonstanciels, les États-Unis et les Russes font face à la même problématique qui est de contenir la puissance chinoise. Les deux présidents ont fait comprendre au monde que, pour eux, l'Ukraine n'est plus le grand sujet, mais qu'il n'est qu'un élément d'un ensemble plus fondamental, qui est la résistance à l'avancée tous azimuts de la Chine, et également la question de l'architecture de la sécurité dans le monde, en Europe, dont la sécurité de la Russie, et même celle de l'Ukraine. Voilà dans quel ordre les choses se déroulent, voilà dans quel ordre s'emboîtent les poupées russes. La nouvelle relation USA-Russie, tout se passe comme si Donald Trump avait pris acte que non seulement la Russie a gagné la guerre, mais que les États-Unis n'ont plus aucune carte pour empêcher Poutine d'atteindre ses buts de guerre, qui sont
il faut le rappeler, parce que ça a quand même une importance pour les mois qui viennent, la démilitarisation de l'Ukraine, bon, qui est bien en cours, la destruction de l'armée ukrainienne s'accélère, donc c'est exactement ce qui va dans le sens de cette démilitarisation. La conservation des 4 oblasts du Donbass conquis par l'armée russe depuis février 2022, l'engagement que l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN, et l'élimination des organisations nazies dans l'État et l'armée. Organisations qui maintenant sont bien connues, y compris du grand public, donc Azov pour les unités militaires, ainsi que d'autres, Pravi Sector. Et par contre, ce qui est moins connu, c'est que dans l'administration et la haute administration ukrainienne et au gouvernement, il y a des gens, des personnalités issues de ces mouvements-là. Donc il y avait bien, et il y a toujours d'ailleurs, puisqu'il n'est que partiellement réglé, un problème de nazisme en Ukraine. Et c'est ce courant nazi, on va dire ultranationaliste, si certains sont gênés par le mot nazi, ultranationaliste, qui a été la cheville ouvrière de l'activisme américain contre la Russie, en s'appuyant sur l'Ukraine, et cela n'était possible que parce qu'il existait en Ukraine, et ils existent encore d'ailleurs, des minorités extrêmement activistes et belliqueuses à l'endroit de la Russie. Alors, ces objectifs de la Russie, eh bien, les Américains l'acceptent d'autant plus facilement que cette guerre perdure, et en l'occurrence, ce n'est pas Poutine, c'est sûr, mais ce n'est pas non plus Trump qui l'a voulu, ce sont ses prédécesseurs, donc l'administration Biden, qui étaient de manière flagrante sous l'emprise de l'État profond, qui lui-même était à la manœuvre en Ukraine contre la Russie depuis le début des années 2000. Lui, Trump, ce qu'il veut, comme ses fameux électeurs MAGA, Make America Great Again, c'est sortir les États-Unis de cette guerre. Si les Européens veulent continuer à ne pas regarder la réalité, à faire comme s'il était encore possible que l'Ukraine n'ait pas perdu la guerre, ce sera uniquement leur affaire financière. Là-dessus, Trump a été tout à fait clair, et il n'est pas seul d'ailleurs dans la délégation américaine à s'être exprimé là-dessus. Ça sera donc notre affaire financière et évidemment militaire. Et à partir de là, on comprend que c'est là que l'UE arrive au bout de sa partition. Les événements du front, depuis des semaines et des mois, mais ça accélère depuis des semaines, se résument à une avance inexorable de l'armée russe, qui donc s'accélère de semaine en semaine. Les villes ukrainiennes tombent, les unes après les autres, et surtout, l'armée ukrainienne s'évapore, et presque au sens propre du terme. Selon un journaliste ukrainien, puisque bon, quand on parle des Ukrainiens, il ne faut pas chercher nos sources en Russie, quand on parle des Russes, il ne faut pas non plus chercher nos sources en Ukraine. Donc là, ce sont les Ukrainiens eux-mêmes, puisqu'il y a quand même une opposition, même si sa marge d'expression est très limitée, mais il y a quand même encore un peu de médias d'opposition à l'Ukraine, et notamment qui se font pour mission d'informer le public, à commencer par la population ukrainienne, sur la réalité de la guerre, sur la réalité des pertes, sur ce qui se passe sur le front, eh bien, l'armée ukrainienne donc s'évapore. Le chiffre que cite ce journaliste, c'est 300 000 déserteurs pour un effectif théorique plein d'environ 500 000 hommes. Donc aujourd'hui, l'armée ukrainienne, sur le papier, c'est 500 000 hommes, en face de 6 à 700 000 Russes, mais sur les 500 000 hommes, il n'y en a que 200 000, puisque les autres ont pris la poudre d'escampette, ce qui, espérons-le pour eux, leur permettra de sauver leur peau, puisqu'actuellement, quand on est soldat ukrainien, le temps qui passe nous rapproche de la mort, malheureusement. L'heure du bilan a sonné pour l'Union européenne. Elle a déjà dépensé dans les 200 milliards d'aides, je dis 200 milliards aujourd'hui, les derniers chiffres dont j'avais eu connaissance remontent à plusieurs mois, on était à 160 milliards, bon, on a continué à payer des trucs, à fournir des arbres, enfin bon, on doit être aujourd'hui à 200 milliards qu'on a dépensés pour l'Ukraine.
Et encore, à cela, il faut ajouter le renchérissement du prix du gaz que nous payons et de l'électricité, qui sont la conséquence des sanctions qu'on a prises contre la Russie et qui nous sont retombées sur le nez. Et ce renchérissement, c'est à peu près 150 milliards rien que pour la France. Et pour l'Allemagne, c'est forcément plus, puisque l'Allemagne ne bénéficie pas du parc électronucléaire que nous avons, qui nous permet de consommer beaucoup moins de gaz, donc de gaz acheté depuis maintenant 3 ans au prix fort. Donc l'Allemagne, je n'ai pas le chiffre, mais on doit dépasser largement les 150 milliards. Et puis, pour des pays moins importants, c'est aussi des sommes qui s'expriment en dizaines de milliards. Alors, 150 milliards pour nous, peut-être 200 pour l'Allemagne, ça fait 350. 10 milliards par-ci, 10 milliards par-là chez les autres. On est donc à 400, plus les 200 milliards qu'on a dépensés en soutien financier direct et en armement. Bon, on est à 600 milliards. C'est donc une catastrophe financière complète. C'est aussi une catastrophe militaire, parce que la guerre est perdue, et parce que, en tout cas pour la France, on a, morceau par morceau, on a donné aux Ukrainiens la quasi-totalité de notre armement. Donc grâce à cette brillante politique, aujourd'hui, la France est désarmée, en tout cas on n'a plus d'armes lourdes, pour ainsi dire, à tel point que l'ex-SEMA, ou le futur ex-SEMA, donc le général Burkhardt, a déclaré, je ne me rappelle plus à quel journaliste, enfin c'est un grand journaliste, que si des problèmes survenaient à l'intérieur de la France même, l'armée n'a plus les moyens de faire face, puisqu'on n'a plus rien. Alors Burkhardt a démenti le lendemain et le surlendemain, mais le journaliste en question maintient sa version de leur entretien. Bon, c'est dire la situation. À cela, il faut ajouter, quand on fait le bilan financier de cette affaire pour nous, Européens, il faut ajouter le réarmement qui a été décidé par l'Union européenne contre la Russie, pour faire face à la soi-disant menace d'invasion de la Russie. Rappelez-vous, ce réarmement est prévu pour un montant total de 750 milliards dans les 5 ans qui viennent. 750 milliards. Quels pays peuvent se permettre de dépenser des centaines de milliards de plus pour continuer à financer une guerre perdue? Enfin, mais où sommes-nous? Où a-t-on vu ça? Enfin, si vous connaissez l'histoire de France un petit peu, quand a-t-on vu un entêtement aussi stupide? Pour la France, avec ses 3400 milliards de dettes, auxquels s'ajoutent les 150 milliards de déficit annuel qui ne sont pas prêts de disparaître, ce serait un suicide financier. Parce qu'à force d'ajouter des centaines de milliards à des milliers de milliards et de nouveau d'autres centaines de milliards, il arrive un moment où il n'y a plus rien, non seulement directement, mais même en termes de prêts que l'on pourrait opérer pour forcer la population à nous consentir en tant qu'État. Donc c'est très inquiétant pour la population. Ce bilan, il a tout d'un acte d'accusation contre les dirigeants qui ont amené leur pays dans la défaite et le gouffre financier. Gouffre financier dont nous ne commençons qu'à mesurer dans notre vie quotidienne les conséquences, l'appauvrissement. C'est vrai pour la France, j'en ai parlé dans pas mal d'articles. Je ne suis pas seul à parler de ça, il y a beaucoup de journalistes qui en parlent, y compris sur les chaînes alternatives, qui parlent de ce sujet-là dans leurs vidéos. C'est vrai également pour l'Allemagne, alors ne parlons pas des autres, c'est pas mieux. Dans ces conditions, cette situation étant appelée à s'aggraver, donc à devenir véritablement insupportable, il faut s'attendre à ce que la prise de conscience par les populations de la responsabilité de leurs dirigeants dans cette situation débouche sur une remise en cause de ces gouvernements et de l'Union européenne elle-même, puisque tout le monde sait que c'est bien l'Union européenne, en l'occurrence sa présidente Ursula von der Leyen, qui a été l'élément moteur dans la guerre contre la Russie, dans le soutien guerrier
de l'Ukraine contre la Russie, guerrier et financier, et que toutes les conséquences qui commencent maintenant, qui se sont produites et dont on commence à subir les effets, viennent de là. Alors, en résumé, cette prise de conscience résultera du choc entre les sacrifices, en ce qui me concerne nous en France, entre les sacrifices demandés aux Français par le gouvernement pour, soi-disant, enfin, au nom de la lutte pour remonter nos finances publiques. Parmi ces sacrifices, il y a les emblématiques 2 jours de congés non payés, plus tout un tas de choses qui ne sont pas le sujet de la vidéo, mais enfin que vous avez en tête, pour un motif qui est apparemment noble, qui est le redressement des finances publiques, sauf que, rappelons quand même qu'en tant que Français, nous ne pouvons rien à cette situation. C'est la totale responsabilité de ce gouvernement et des gouvernements qui les ont précédés de décider d'une politique d'endettement massif. Et également les milliards qui viendront s'ajouter, les milliards que l'État versera à l'Ukraine pour continuer la guerre, comme le veulent Macron en France, Starmer en Grande-Bretagne et Merz en Allemagne. Ensuite, il faudra encore des centaines de milliards pour reconstruire l'Ukraine, puisque les Américains, enfin, en l'occurrence Trump et puis ceux qui suivent derrière lui, le ministre des Affaires étrangères, enfin, qui sont quand même des hauts personnages du gouvernement américain qui l'accompagnaient en Alaska, ont été clairs. Nous, on a assez payé par l'Ukraine, on n'a pas l'intention de payer sa reconstruction. Et la reconstruction de l'Ukraine, ça va coûter des centaines de milliards. Enfin, c'est pas moi qui pense, c'est les informations que j'avais collectées il y a au moins 2 ans de ça, et depuis, on ne peut pas dire que ce soit arrangé du point de vue de l'état physique du pays. Il y en avait déjà pour au moins 1000 milliards. Donc l'Ukraine est véritablement un boulet. Ce boulet va entraîner la ruine de l'Europe et, au passage, va entraîner probablement sa dissolution. On est donc en plein délire, et c'est une valse de milliards, de centaines de milliards, de milliers de milliards qui n'a plus beaucoup de sens. Ce dont on est sûr, c'est que si nous assumons l'absurdité dans laquelle Macron et ses pairs nous ont engagés depuis maintenant bientôt 3 ans, ça ne tiendra pas. C'est-à-dire qu'on va tellement baisser, la situation civile va devenir tellement dure et tellement chaotique que si les peuples de l'Union européenne ont encore un peu de force dans leur esprit, un peu de force mentale, ils se révolteront nécessairement contre leurs dirigeants et contre l'Union européenne elle-même, qui sont co-responsables de ce désastre historique. Car la population sait très bien compris, qu'au-dessus de leur gouvernement, il y a l'Union européenne. Je pense que les Français ont compris, même les plus favorables à l'Union européenne, ont compris que Macron a la main qui est largement tenue par la Commission européenne. Alors ce qu'il faut se rappeler, c'est le moment de s'en souvenir, c'est que dans notre histoire, depuis la Révolution française, les gouvernements qui ont entraîné le pays dans la défaite, et c'est bien le cas, nous subissons une défaite en Ukraine. On a engagé tous les moyens que l'on avait, et on perd. Bien, ces gouvernements ont été balayés, ils ont été balayés par des révolutions ou des mouvements populaires du même ordre. Ça a été le cas pour le Premier Empire, donc Napoléon Ier en 1815, la bataille de Waterloo a scellé la fin de l'Empire. Bon là, ça n'a pas été une révolution du style de celle qui avait eu lieu en France 25 ans plus tôt, mais en tout cas, le gouvernement, les forces politiques du pays ont mis sur la touche ce gouvernement qui était épuisé, et ont mis en place le roi Louis XVIII. En tout cas, on contribue au retour du roi Louis XVIII, et donc on a tourné la page du Premier Empire. C'était la même chose pour le Second Empire en 1870, après la défaite de Sedan. Là, on a eu carrément une révolution, puisque
la défaite de Sedan a amené les Français à se déchirer entre ceux qui estimaient qu'il fallait arrêter les frais d'une guerre qui avait, je crois, déjà avait coûté, je crois, je sais pas si, je crois que c'est 500 000 morts à la France en quelques semaines de combat, et qui était perdu, puisque la défaite ne tenait pas à un manque de valeur de l'armée française, elle tenait tout simplement à une insuffisance de leur armement par rapport à l'armée prussienne. Et bon, quand c'est comme ça, les carottes sont cuites. Et à l'époque, il n'y avait pas d'alliance possible, comme c'était le cas ensuite en 1940, et d'alliance sur laquelle De Gaulle a pu s'appuyer pour faire une résistance. Donc Gambetta, lui, a voulu quand même résister, en s'appuyant sur la révolte des ouvriers parisiens, donc la fameuse commune, qui était à la fois une révolte contre l'armée prussienne, hein, contre l'occupation, ou l'encerclement de Paris par les Allemands, et également une révolte, on va dire, de type communiste ou crypto-communiste, contre le gouvernement, entre guillemets, bourgeois, en l'occurrence contre le gouvernement républicain, contre non pas le gouvernement républicain, contre Napoléon III, et ensuite contre le gouvernement qui est né de la chute de Napoléon III. Donc tout ça c'est très mal terminé, ça finit par un massacre, la commune en l'occurrence. 70 ans plus tard, ça a été la défaite de 1940 qui a entraîné la chute de la Troisième République dans la honte, véritablement, puisque le gouvernement s'est enfui, dans la panique, il a donné les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, bon, tout ça a été vraiment lamentable. Et puis, c'est pas fini, en 1958, l'échec de la guerre en Algérie a entraîné la chute du gouvernement. En l'occurrence, c'était pas véritablement l'échec de la guerre, mais c'était l'incapacité de ce gouvernement à mettre fin à la guerre, en l'occurrence en négociant avec le FLN. Donc ça, c'est une autre histoire. Toujours est-il que c'est bien des grandes difficultés militaires qui ont amené la chute du gouvernement. Alors, nous sommes en 2025, et il se pourrait bien que 2025 ou 2026, ça soit la fin du régime pourri qui est le nôtre, qui est celui que nous connaissions, mettons, depuis que Jacques Chirac a passé la main, et qui squatte la Ve République, on peut même dire, en remontant plus loin que Chirac, depuis le traité de Maastricht, puisque c'est l'entrée dans l'Union européenne, donc c'est-à-dire le traité de Maastricht, qui a ouvert toutes les portes qui ont permis cette situation. Bien sûr, notre président bien-aimé, Emmanuel Macron, c'est tout cela. D'ailleurs, regardez-le dans ses interventions depuis la réunion Trump-Poutine il y a quelques jours. Il a vraiment une sale tête, il a la tête de quelqu'un qui a peur. Il a compris que le vent a tourné, que cette fois-ci, il n'y aurait pas de bateau de sauvetage, et qu'il avait finalement choisi le mauvais camp. Alors, il fait ce qu'il a toujours su faire, et ce qu'il fait depuis le début de la guerre en Ukraine, il ment. Il en reste à son narratif initial, il s'y accroche comme un mantra, et ce narratif, il l'a d'ailleurs repris depuis les premiers échanges entre Trump et Poutine dès le début de cette année, et le narratif est le suivant, c'est Poutine ne veut pas la paix. Le moins qu'on puisse dire, c'est que quand on écoute les uns les autres, à commencer par Poutine et par Trump, dire qu'ils ne veulent pas la paix, c'est un peu fort de café. C'est exactement ce qu'on appelle l'inversion accusatoire, qui est typique chez Macron. Il le fait dans tous les domaines. Et tout le monde peut bien sûr voir que depuis le début de 2005, Macron et puis ses petits copains, donc Starmer et puis Merz, l'allemand, remuent ciel et terre, font tout ce qu'ils peuvent, font toutes les diversions possibles, les manigances possibles, les manœuvres tordues pour faire capoter les efforts de paix de Trump et de Poutine. Ce dans quoi d'ailleurs nos trois compères sont largement soutenus par
celui non plus qui ne veut pas la paix, et qui n'est autre que Zelensky. Parce qu'en réalité, depuis maintenant longtemps, depuis au moins 1 an, voire plus, dans cette guerre d'Ukraine, tout le monde veut la paix. Sauf Zelensky, parce que la paix, ça signifierait sa chute, peut-être qui comparaîtrait devant les tribunaux, en tout cas il y a beaucoup de choses à se reprocher. Sauf Zelensky, les organisations nazies dont j'ai parlé, qu'il y a dans l'armée ukrainienne et dans l'État ukrainien, même si je ne dis pas que l'armée ukrainienne et l'État ukrainien sont composés que de nazis, mais ça existe, et ça fait partie de ce qui pose problème aux Russes. Et puis également, qui veut la guerre, Macron, Merz et Starmer. À part ça, tout le monde veut la paix. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette réunion en Courage entre donc le président des États-Unis, Donald Trump, et puis Vladimir Poutine. Refermons la parenthèse qu'il fallait faire sur la question de l'Ukraine. Ce qui est important, c'est qu'ils l'ont montré dans la façon dont ils ont parlé du sujet, dans l'ordre dans lequel ils ont abordé les problèmes. L'affaire de l'Ukraine, c'est une pomme de discorde entre les États-Unis et la Russie qui est maintenant derrière nous. Ils sont d'accord pour faire la paix, ils la feront aux conditions de la réalité du terrain, car il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire que l'Ukraine capitulera, ou même si elle ne capitule pas, les conditions de la paix seront une capitulation. Bon, c'est comme ça. Malheur aux vaincus, et malheur aussi à ceux qui sont engagés derrière les vaincus. Et en l'occurrence, ce sont nos chers gouvernements des pays de l'Union européenne, en tout cas des principaux pays, également du Royaume-Uni. Et puis surtout, le monde change. Là, le monde a changé devant nous. Il y a quelques jours, on assiste à une nouvelle alliance révolutionnaire qu'on n'a jamais vue, qui est une alliance pleine de bonne volonté, pleine de projets communs entre les États-Unis et la Russie, parce qu'ils ont chacun besoin l'un de l'autre. Les États-Unis ont absolument besoin de la Russie pour faire pièce à la Chine, parce que dans le duel à mort, en fait, qui est en cours entre les États-Unis et la Chine, duel à mort, il n'y aura peut-être pas de guerre au sens qui tue des gens, mais c'est vraiment un duel à mort pour la suprématie mondiale. Les États-Unis sont conscients qu'ils ne sont plus assez forts pour l'emporter sur la Chine. Il leur faut un allié. Le seul allié qui fasse affaire, du point de vue géographique, du point de vue des richesses, du point de vue de la technologie, du point de vue des capacités militaires, c'est la Russie. C'est l'allié idéal. C'était aussi pour nous l'allié idéal, la Russie d'ailleurs. Mais dans notre bêtise, dans la bêtise de nos dirigeants, on a choisi de laisser tomber cette chance extraordinaire que nous avions pour notre avenir, pour notre développement économique et notre place dans le monde, pour nous mettre à la remorque des Américains au moment où ils étaient contre la Russie. Et bien maintenant qu'ils ne sont plus contre la Russie, c'est eux qui vont bénéficier de cette formidable alliance, et nous, on va rester les bras ballants comme des trois petits points. Alors, pour ce qui est de la France, Macron devra assumer les conséquences de son action en Ukraine. Il devra également assumer qu'une révolte des Français est possible, parce que nous allons souffrir beaucoup des conséquences de cette guerre perdue et de ce qui s'ensuit. Bien sûr, pensez à cliquer sur le pouce et à partager la vidéo sur vos réseaux. Pour être informé des prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement en bas à droite de l'écran. Et vous savez que c'est aussi la meilleure façon de soutenir la chaîne. Et je ne répète pas, ça va de soi, commentez. Je vous ai déroulé mon analyse. Je pense que c'est en grande partie objective. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'avéreront vraies dans l'avenir sur la base de ce que je viens de vous dire. Maintenant, je ne suis pas devin. On peut avoir, sur certains points, des visions différentes de la mienne, et ça m'intéresse beaucoup, de connaître ces visions différentes pour ceux qui ont des visions différentes.
Merci de votre attention. Portez-vous bien. À bientôt. Une dernière chose, n'oubliez pas que vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn.